Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de Chronique Imo. Aujourd'hui, je vais te parler des carreaux de ciment que je suis en train de... Enfin, que j'ai rénové, que j'ai réussi à rattraper parce que, d'ailleurs, je pense que tu le sais déjà si tu suis un petit peu mes aventures sur Instagram. Là, j'ai entrepris un travail long et fastidieux qui est celui de réussir à conserver ces carreaux de ciment euh, qu'il y a dans un ancien local commercial qui était lui-même anciennement une cuisine. Euh, et je vais te raconter tout ça dans cet épisode parce que je suis, enfin, j'ai été au bout de ce que j'ai entrepris, j'ai réussi à les rattraper, à les rénover. Et maintenant que je peux voir le travail fini, c'est juste, c'est magnifique quoi. Si t'es comme moi, si t'es un peu un amoureux comment dire, des matériaux anciens, des matériaux nobles, des matériaux qui ont une histoire, qui reflètent une époque passée, et donc du coup une architecture passée, bah, je pense que ça peut te plaire. Donc je vais te raconter comment j'ai fait pour les rénover, je vais te parler un petit peu de mes techniques, mais je vais te raconter aussi l'histoire de ce local et de pourquoi il y avait ces carreaux de ciment avant. Euh, mais avant tout ça, avant de commencer, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Chronique Imo, donc à moi-même en fait. Petit moment cadeau. Donc Chronique Imo a 1 an aujourd'hui, donc je sais pas si c'est la première fois que tu écoutes un épisode ou si tu es un fervent adepte et que tu écoutes, on va dire, de manière hebdomadaire. Mais dans tous les cas, ben, merci d'être présent, merci d'être ici parce que ben, grâce à vous, grâce à toutes les écoutes, parce que heureusement qu'il y a des écoutes, s'il n'y en avait pas, je me serais remis en question et je pense que j'aurais arrêté avant, mais ben, nous soufflons ensemble la première bougie de cette aventure, qu'est le podcast. Une aventure, comment dire, un peu particulière parce que mine de rien, il y a 52 semaines, j'étais ultra motivé parce qu'on m'avait beaucoup poussé aussi, hein, j'ai pas été, j'avais eu l'idée moi-même de lancer un podcast, j'avais même commencé dans les années 2017 à lancer un podcast et puis voyant que ça prenait pas et n'ayant pas le feu sacré, j'avais fait 3-4 épisodes et j'avais arrêté. Mais en fait, il y a 1 an, jour pour jour, il y a 1 an, bah, ce feu sacré est revenu en moi parce que ça faisait des semaines que plusieurs de mes amis très proches me disaient franchement, c'est dommage, quoi. T'en parles tout le temps de l'immobilier, de tes rénovations. À chaque fois qu'on fait un repas, tu nous saoules avec ça, tu parles que de ça. Euh, Tu devrais extérioriser ça, on va dire de manière concrète et disponible à beaucoup de monde. Sauf que moi, j'avais comment dire, une chose que je voulais pas faire, c'était des vidéos en fait. Je voulais pas faire de vidéos YouTube, je voulais pas être, voilà, prendre le temps de faire du montage, faire en sorte que ça soit propre, parce que mine de rien, le podcast c'est ça, tu vois, c'est l'avantage que ça me demande quand même assez peu de boulot, si ce n'est que de développer des sujets que j'ai travaillé, mais en même temps, ça me vient un peu tout seul, quoi. Donc, bref, j'ai commencé il y a 52 semaines tout seul sur mon canapé. Et me voilà 1 an plus tard. Euh, alors, je suis pas sur mon canapé, là, je me suis aménagé un bureau pour être vraiment dans les meilleures conditions, avec une bonne acoustique et une belle vue, et vraiment tout ce qu'il faut pour que ça soit agréable aussi pour toi, parce que si je pense que si tu l'entends à ma voix, que je suis heureux, épanoui de le faire, bah, c'est plus agréable pour toi. Et voilà, donc je suis pas peu fier, je suis plutôt content, et je suis aussi très content de voir que bah, il y a du monde qui se rattache au projet. On est un peu plus de 700 sur Instagram, on est un peu plus de 600 sur YouTube. Le nombre d'écoutes est vraiment crescendo, il monte de manière très crescendo, donc c'est super. Euh, Même si franchement, je pense pas que ça soit un bon, comment dire, c'est pas vraiment ça qui me motive. Je vais dire que ce qui me motive le plus, pour être tout à fait transparent, c'est tous les gens qui prennent le temps de m'écrire ou de me faire. Même des fois, il n'y a pas de texte, mais juste un petit smiley, une petite pointe d'attention qui montre qu'ils sont présents et qu'ils écoutent et qu'ils ont une oreille attentive. Et voilà. Et sachez que je vous remercie, même si je vous le formule pas à l'écrit, parce que bon, bah, commence à y avoir pas mal de retours
notamment sur Insta, mais je vous remercie du fond du cœur. Et non, je dirais que le meilleur moyen pour moi de voir que ça a vraiment un impact et que ça vaut le coup de continuer, c'est le nombre de messages, on va dire, de questions pertinentes. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de questions. Enfin bon, il y a des questions, franchement, des fois c'est un peu neuneux, tu vois. Donc vraiment, je considère les questions, est-ce que c'est intéressant d'acheter de l'immobilier en 2023? Bon, ça clairement c'est neuneux, tu vois. Mais je vais vraiment rester focus sur les 99% des questions ou des messages que je reçois. Ben, c'est tout le temps ultra pertinent. C'est tout le temps euh, vous qui vous livrez, qui posez des questions et qui vous mettez peut-être un petit peu en danger en me disant ah, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait, etc. Et je sais que c'est pas facile de parler de ses projets parce que souvent déjà on est tout seul dans son investissement ou dans ce qu'on est en train d'entreprendre et de le partager à quelqu'un comme moi qui risque d'en parler en plus dans le podcast, ça peut être pour certains perturbant, mais vous faites super bien d'en m'en parler, de poser des questions et franchement voilà. Donc je m'arrête maintenant par rapport à ça, mais je voulais encore une fois vous dire merci. Et évidemment, le podcast continue. Donc, c'est pas un épisode exprès pour les 1 an. Il y en aura un. C'est la dernière chose que je dirais sur ce sujet. C'est que je vais organiser donc un podcast en live. Donc, il sera enregistré en live d'ici quelques jours, quelques semaines. J'ai pas encore la date précise, mais je vais vous tenir au courant, notamment via Instagram. Donc, si tu me suis pas encore sur Insta, ben vas-y. C'est Chronique avec un S Imo Podcast tout attaché. Donc, Chronique Imo Podcast. Et sois attentif dans les stories, je vais incessamment sous peu poster la date et l'heure et on se retrouvera autour de l'enregistrement d'un épisode en live qui sera suivi d'un apéro. Voilà, pris en charge en partie par Chronique Imo. Et ensuite, on verra si la soirée continue. Mais voilà, l'idée c'est de se retrouver en petit comité, des auditeurs, pouvoir papoter immobilier un petit peu en cercle un peu fermé, donc on sera pas nombreux. Je pense que le lieu qui m'a été très gentiment offert par une entreprise qui sponsorise le podcast euh, peut accueillir, je dirais, entre 10 et 20 personnes, grand max. Et voilà, donc on fera ça en petit comité, ça sera super cool. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc du coup, il faut quand même que je te raconte l'histoire de ce local, parce que tu vas dire, ouais, mais ok, les carreaux de ciment, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Exactement. Alors, en fait, il se passe... qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, j'ai récupéré, en fait, j'ai acheté un bien qui est un immeuble de rapport, et au rez-de-chaussée de cet immeuble de rapport, il y avait anciennement une boucherie. Une boucherie, donc moi c'est ce qu'on m'a dit quand on me l'a vendu, j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai dit ok, bon, boucherie égale local commercial, égale je peux diviser la surface comme je veux et faire un peu plusieurs choses. Donc c'est ce que j'ai fait, il y a une partie que j'ai conservée et que j'ai gardée pour faire des box de stockage, donc que je mets en location, voilà, entre 6 et 10 mètres carrés pour chacun des box et je mets des locataires qui stockent du matériel. Donc ça c'est plutôt cool d'ailleurs, j'avais fait un épisode, si je dis pas de bêtises, c'est le premier épisode, hein, donc il y a 1 an qui parle de ça, donc tu peux aller l'écouter. Euh, et puis du coup, bon, j'ai rénové tous les logements dans un premier temps, évidemment, et je me suis dit, bon, cette partie du local, la partie qui est devant, en fait, côté vitrine, on va dire, je m'en occuperai à la fin de la rénovation de l'immeuble, parce que je savais qu'en termes de cash flow, c'était pas ça qui allait vraiment changer la donne, en tout cas au début. Et puis, euh, et puis, tu sais, quand on rénove un immeuble, on part toujours du haut pour aller vers le bas, hein. On fait jamais l'inverse. Donc voilà. Donc ça s'y prêtait bien. Et en me plongeant un petit peu dans l'histoire du bâtiment et en rencontrant les autres propriétaires enfin certains propriétaires de la rue qui sont là depuis 2 générations. Je pense à un couple notamment qui vivent à 2 maisons à côté, quoi, à 2 numéros à côté. Ils m'ont un petit peu raconté l'histoire, plus ce que j'ai pu récupérer aux archives départementales. J'ai pu comprendre en fait l'histoire de ce bâtiment et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Donc c'est un bâtiment de 1800 et quelques, donc fin 1890 ou je sais pas la date exacte. Et il se passe que c'était d'abord une maison de ville, hein. Ça a été construit dans le quartier donc à l'époque, maintenant c'est un petit peu différent dans ces quartiers historiques.
mais avant, les gens qui avaient les moyens, ils vivaient dans ces quartiers-là, quoi, tu vois. Donc c'était une belle maison de ville, une belle maison pour une famille, donc sur 3 niveaux, donc un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage. Et le rez-de-chaussée, il servait souvent, en fait, il faut que tu le saches, ça, il servait souvent de partie cuisine, tu vois, avec un endroit où, parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas les frigos à cette époque, donc il y avait un endroit qui était plus sec, frais et sec, donc c'était l'endroit qui permettait de conserver la nourriture, donc le garde-manger. Donc ça, c'est la partie du rez-de-chaussée qui est dans le fond, et la partie de devant, en fait, qui était la cuisine, tout simplement, de la maison. Et donc c'est à cette époque-là qu'ils ont posé ces magnifiques carreaux de ciment, donc à la construction, hein, tout simplement du bâtiment. Tous les étages avaient des carreaux de ciment en finition pour le sol, mais le seul endroit où il a été conservé, c'est au rez-de-chaussée, sur toute la surface du rez-de-chaussée, c'est à cet endroit-là les carreaux de ciment ont été conservés. Et j'ai envie de dire, maintenant que le travail est terminé, l'endroit où ils sont le plus beaux, c'est vraiment à cet endroit-là, donc la partie de devant, la partie vitrine de ce local commercial. Tu vas comprendre pourquoi juste après. Et donc du coup, cette maison de ville, elle a été transformée, donc le temps a passé, elle a été transformée, elle a été divisée, et en fait, si tu veux, l'état de conservation remarquable des carreaux de ciment que je peux constater maintenant, mais au moment où j'ai entrepris de les rénover, de retirer là, ce qu'il y avait dessus, parce qu'il y avait quelque chose dessus, tu l'as compris, euh, on pouvait pas imaginer en fait qu'ils étaient dans cet état-là. C'était pas possible de l'imaginer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, ben, ce bâtiment est revendu. Le dernier étage est revendu à une personne et le rez-de-chaussée, le premier étage, est revendu à une deuxième personne. Donc à cette époque-là, on regardait pas trop les divisions, donc c'était un petit peu n'importe comment. Et donc le rez-de-chaussée devient une boucherie et le premier étage devient l'appartement du boucher, tout simplement. Donc le premier étage, en plus, c'est très sympa. Il y a une cour, enfin une cour, une sorte de terrasse privée avec un lève, enfin un passage creusé donc dans le bâtiment qui permettait de monter des charges de par le rez-de-chaussée au premier étage et vice-versa. Et donc en fait, tu comprends que c'est à cet endroit-là que le boucher, à l'extérieur, ben, il avait son poulailler, donc il avait ses poules à cet endroit-là, et il descendait les poules directement par ce passage-là, donc par on va dire je sais pas comment on appelle ça, c'est un passage tout simplement. Et donc justement, c'est la personne qui vit dans cette rue qui disait, ah oui, oui, ben, c'est là où il passait les poulets. Il, il prenait le poulet, il le sortait de sa, enfin de là où il était, et hop, il le faisait passer à l'intérieur. Le poulet, il tombait directement à l'endroit où il travaillait la viande. Donc hop, quick le poulet. Quick le poulet qui pourrait être le titre de l'épisode, hein, je sais pas encore, mais on va voir. Euh, Donc l'état de conservation remarquable en fait du sol, pour accrocher les wagons, c'était tout simplement la pose d'un lino. Parce que ce monsieur qui avait la boucherie, dans les années 60, c'est vraiment culturellement, en tout cas d'un point de vue déco, etc., bah, les carreaux de ciment, les belles rosaces, les octogones, etc., euh, c'est plus du tout au goût du jour, c'est plus du tout à la mode. Et à l'époque, la mode, c'est l'uniformité. Donc c'est les murs d'une seule couleur, avec une frise au milieu, et les sols, pareil, une seule couleur, surtout si c'est un lieu de passage. Donc je sais pas ce qui les a motivés vraiment, mais en tout cas ils ont posé un lino un peu, tu vois, jaune, un peu comme si c'était euh, jaune cérame, tu vois, un peu coquille d'œuf, sur toute la, sur toute la surface vitrine, donc pas la surface du fond du rez-de-chaussée, mais la surface de devant. Et ils l'ont collé, quoi. Ils l'ont collé comme des cochons, donc vraiment à cette époque-là. Donc le lino était hyper épais. T'imagines bien, ils avaient dû choisir le top qualité Saint-Maclou, Saint-Maclou plus. Et, ils ont installé ça sur toute la surface. Et moi, quand j'ai acheté, je me suis dit, bon, bah ça dégagera, on verra ce qu'il y a dessous. Et suivant ce qu'il y a, on trouvera, on verra si on doit remettre de la faille, du carrelage ou si on met un parquet, on verra. Donc vraiment ultra surpris quand je me suis mis à décoller le lino, d'autant plus que en fait il est venu en deux fois, dans le sens il est venu en deux parties. Donc la partie finition qui était au-dessus
avec les années, l'humidité dans la pièce, puis les fortes chaleurs en été, etc., ben, en fait, elles se sont divisées en deux les parties. Donc la partie finition, qui ressemblait vraiment à juste à un bout de plastique hyper fin, bah ça c'est parti tout seul. Alors là, par contre, accroche-toi bien. Le moment le plus dur, c'est quand j'ai réalisé que en fait, la finition, je pouvais l'avoir vite fait à certains endroits, mais que en fait, tout le reste, c'était ben, la mousse, la partie amortissante. Je sais pas si ça se dit. La partie qui amortit en gros sur le lino, donc sur la surface plastique, il y a une partie qui est un peu épaisse, et c'est cette partie-là qui est restée collée, dis-toi, sur les carreaux de ciment. Et donc là, ben, commence un, une- un long travail très fastidieux ben, de raclage, de- d'essais de différentes techniques pour réussir à enlever ce matériau collant. Et j'ai un peu bûché mon sujet sur Google. J'ai quand même pas mal recherché des forums ou des sujets qui auraient pu être traités déjà. Et sauf que bah, c'est quand même. Moi, j'avais pas de problème avec comment dire, avec le carreau de ciment. J'avais le problème avec le matériau qui était dessus. Et donc, à chaque fois que je demandais à quelqu'un qui avait visiblement déjà fait, d'après ce qu'il disait, comment faire, il me disait que fallait faire hyper attention. Le carreau de ciment, c'est un matériau très fragile parce que tu sais, c'est une couleur qui est teintée dans la masse, donc faut pas faire de chimie, faut pas faire n'importe quoi. Et il avait raison. Mais donc du coup, en gros, je savais jamais comment j'allais pouvoir retirer à sec en fait cette colle. Donc ben, j'ai entrepris de le faire à la main avec un couteau à bois. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un couteau à bois, c'est un peu comme un burin, mais donc j'en ai pris un très large, un peu comme un burin, mais très fin en fait, qui tranche quoi, tu vois, et qui peut quelque chose qui te permet de travailler le bois. Donc j'en ai pris un et j'ai entrepris de racler les carreaux un par un. Donc voilà, je crois que j'ai pas besoin de t'expliquer à quel point c'est relou. Euh, donc un par un, je les ai raclés et j'ai essayé de retirer la plus grosse partie comme ça et c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, donc voilà, mes poignets s'en rappellent encore. Et tout ça sans utiliser de produits chimiques parce que moi j'avais qu'une seule hantise, c'était de détruire la finition, en fait les belles couleurs qui étaient présentes sur ces carreaux de ciment. Je voulais pas ça quoi, moi j'aurais voulu les conserver, tu vois, j'aurais voulu les réutiliser. Et donc du coup, dans ma chance quand même, une fois que j'ai raclé le plus gros, bah, je me suis rendu compte que c'était vraiment dans un super état de conservation et que la seule chose que j'aurais besoin de faire une fois fini, une fois propre, c'est la réfection des joints, tu vois, entre les carreaux eux-mêmes. Mais c'est minime parce qu'en fait, ils ont été posés avec la technique sans. C'est une technique de pose sans joint en fait. Ou alors, avec le temps, ça a dû bouger et ils avaient fait des joints, mais la plupart des endroits, il n'y a pas de joint. C'est vraiment collé, touche-touche, les carreaux. Euh, D'ailleurs, ce qui a valu que certains d'entre eux soient cassés. Mais dans ma découverte en fait du bâtiment, dans la cave notamment, j'ai déblayé la cave parce que là c'est pareil, c'est encore une histoire de fou ça, mais il y avait des tonnes de gravats dans la cave. Bref, je rentre pas là-dedans. J'ai pu retrouver des carreaux qui n'avaient pas été utilisés. Donc ça c'est génial parce que je vais pouvoir moi retirer les quelques carreaux cassés et les changer par ceux-ci. Euh, et donc du coup je te disais ouais la seule chose que je vais avoir besoin de faire, qui n'a pas encore été fait mais je vais le faire, c'est les joints à certains endroits où il y a vraiment des écarts, où il y a quelques millimètres d'écart entre les carreaux de ciment. Mais ces carreaux de ciment, ils ont été, moi pour ma part, ils ont été maçonnés en fait. Donc il y a beaucoup de techniques, ça va dépendre de l'âge et de la technique qu'utilisait le constructeur à cette époque-là. Mais l'âge de ton bâtiment va beaucoup y faire. Moi, ils ont vraiment construit le bâtiment à une époque où on commençait à maçonner beaucoup et à coller les surfaces de sol. Mais la plupart des carreaux de ciment de cette époque-là, donc je dirais à partir de la moitié du 18e jusqu'à la fin 19e, ils étaient juste posés en fait. Ils étaient posés sur une fine couche de sable qui permettait de les mettre à niveau
Et en fait, c'est en se tassant, c'est le temps qui permettait aux carreaux de rester là où ils étaient. Et surtout, si t'as acheté une maison où il n'y a pas de vide sanitaire, une très vieille maison, où c'est une chape sur terre, par exemple, où c'est directement posé sur la terre, là c'est quasiment sûr qu'il n'y a pas de maçonnerie, ça a été posé sur du sable, parce qu'en fait ils anticipaient les mouvements de sol en se disant, bah, ok, il va y avoir des mouvements de sol, donc on maçonne pas au risque de casser en fait la finition, on met ça sur du sable, en fait, sur une chape de sable, et ça va permettre aux matériaux de bouger, en fait, au sol de bouger tranquillement sans casser les matériaux. Bref, donc moi je racle, tu vois, j'enlève la colle et je tombe sur des rosaces magnifiques, sur du vert royaliste, sur du rouge pourpre, sur du jaune éclatant, quoi, du jaune soleil. Et ça, c'est vraiment les couleurs qui ressortent de ces carreaux de ciment. Et moi qui ai vécu toute mon enfance et jusqu'à très tard dans un milieu ultra modeste, tu vois, dans des HLM pourris où moi le lino c'était le top du top de la finition. Tu vois, tu vois, quand j'allais chez mes potes et que je voyais que eux ils avaient du carrelage, je me disais putain, waouh, les riches, tu vois. Je me dis, oh putain, et alors t'imagines même pas quand j'allais dans des musées et que je voyais qu'il y avait du parquet au sol. Alors là, j'avais envie de dormir sur place, quoi, tu vois. Et bref, tout ça pour te dire que ben, j'étais pas peu fier de ma découverte, pas peu fier de mon achat. Et pareil, j'ai passé, franchement, je te le dis, c'est fastidieux, c'est des heures de perdu parce que tu te dis, mais quelle est ma valeur ajoutée? En fait, juste à part vouloir conserver, c'est une lubie, tu vois, c'est un peu comme faire du Lego quand t'es gamin, tu vois. Tu pourrais, y a tout un tas d'autres jeux qui te permettent de construire une petite histoire plus vite, comme les Playmobil, les Mécanos, tout ça. C'est des pièces qui sont plus grosses, qui s'adaptent, qui te permettent de construire des choses plus vite, mais la plupart des gamins qui sont passionnés, qui ont vraiment qui ont une conviction, c'est de construire leur histoire par eux-mêmes, etc. Parce que c'est comme ça qu'on construit. Les Lego, c'est souvent une histoire de, de, de construction, en fait, dans sa tête, construire des histoires. Donc, les Lego, ça te permet de faire ça aussi. En fait, le Lego, ça te prend infiniment plus de temps que, par exemple, les Playmobil. Bref, je sais pas pourquoi j'ai divagué là-dessus, mais en gros, t'as compris. L'idée, c'était de te dire, j'aurais pu le faire faire par quelqu'un d'autre. Je l'ai pas fait parce que, un petit peu comme quand je suis retombé en enfance, un petit peu comme quand je faisais des Lego, bah, je me suis dit non, je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même, je vais prendre mon temps, je vais gratter, je vais découvrir, je serai fier. Je serai fier de ce que j'ai fait, tu vois. Euh, et ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai pas utilisé de produits. Et c'est important que tu le saches parce que si tu as des carreaux de ciment et que pareil, tu as des choses comme ça qui sont collées dessus, il faut que tu essayes au maximum de faire une extraction à sec de ce matériau. Donc moi, donc sans rien, j'ai d'abord raclé avec le plus gros, avec comment on appelle ça? Un couteau à bois. T'inquiète pas, ça raye pas les carreaux. Vraiment, enfin en tout cas moi ils étaient tellement durs que ça les a pas rayés, ça les a pas abîmés. Ensuite, essayé deux techniques différentes. La première en chauffant le reste de la colle. Donc j'ai chauffé avec un décapeur thermique. Au début j'ai fait un test avec comment ça s'appelle? Avec le sèche-cheveux de ma femme. Donc j'ai pris dans, dans la salle de bain discrètement, j'ai testé, j'ai vu que ça fonctionnait plus ou moins, du coup je l'ai ramené, j'ai dit bon très bien ça fonctionne avant d'aller acheter un décapeur thermique parce que j'en avais pas. Donc décapeur thermique pour enlever le reste de la colle et j'ai raclé pareil avec un couteau comment on appelle ça? Une sorte de raclette mais très dure et très fine au bout qui est utilisée par les jointeurs. Donc les jointeurs connaissent. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte de spatule, mais je crois que le nom c'est couteau à quelque chose. Et les jointeurs, quand ils font les finitions de placo utilisent ça. Ça a un côté tranchant et un côté arrondi. Enfin bref, peu importe. J'ai utilisé ça avec le décapeur thermique. Et à un autre endroit, j'avais testé, mais du coup, je me suis focus sur le décapeur thermique. Mais juste pour te dire, à un autre endroit, j'ai testé, j'ai laissé stagner de l'eau, en fait. Juste de l'eau. Eau chaude, mais bon, bref, je l'ai laissé stagner, donc peu importe, eau chaude ou eau froide. Et au bout de, ouais, je dirais une grosse demi-heure, je suis venu racler
cette colle, ça avait pas vraiment absorbé, mais ça avait rendu la colle un peu plus molle. Donc ça fonctionne aussi, je pense. Ça va, à mon avis, ça va dépendre de ce qu'il y a en fait, de la colle qu'il y a sur ton matériau, tout simplement. Mais le décapeur thermique, ça marche bien et ça a pas du tout abîmé les carreaux. Donc c'est très important de dire que pas de chimie sur les carreaux de ciment parce que étant donné que les couleurs sont teintées dans la masse, si tu fais de la chimie, notamment il y a une technique à l'acide qui existe, notamment on l'utilise pour le carrelage. Je sais que quand il y a beaucoup de merde sur le carrelage, on met un masque, on fait un mélange d'acide avec de l'eau, on le met et au bout de 10 minutes tu passes un coup de balai et ça arrache tout. Donc ça c'est nickel. Mais là c'est pas possible avec les matériaux qui sont teintés dans la masse parce que ça va faire dégorger en fait la peinture. Et moi je voulais vraiment pas ça, je voulais pas que la couleur elle dégorge des carreaux de ciment, je voulais vraiment que ça reste dans cet état-là. Et je t'assure que maintenant je mettrai sur l'Instagram une vidéo de toute la surface finie, mais c'est incroyable vraiment ce qu'ils faisaient à l'époque, mais moi je reste j'ai pas de voix, quoi. Franchement, quand je vois ça, je me dis, franchement, c'était des bons, les gars. C'était des bons. Donc, bref, je reviens à mon sujet. De toute façon, j'en ai terminé. L'idée, c'était juste de te dire qu'une fois que tu as fini de récupérer tes carreaux de ciment, il faut leur faire un bain de jouvence, comme on dit. Euh, alors, moi, étant donné qu'ils étaient maçonnés, j'ai pas pu les retirer. Mais je sais qu'il y a des gens qui les retirent, hein. J'ai vu ça. D'ailleurs, j'ai conversé avec quelqu'un sur Insta en voyant une vidéo. Elle a vraiment retiré un par un les carreaux de ciment. Ils les ont mis dans une vieille baignoire avec et immergé donc dans de l'eau avec du savon, j'imagine, pour les rattraper dans leur intégralité. Et j'ai trouvé ça génial. Mais moi, je pouvais pas parce qu'ils étaient maçonnés. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose, sauf que c'est le bain de jouvence qui est venu au carreau de ciment et pas l'inverse. Donc, je me suis préparé un seau avec de l'eau chaude, donc eau chaude et savon noir au pH neutre. Donc, j'ai pris la marque Carolin. Donc, Carolin, envoyez-moi des tonnes de savon si vous voulez. Euh, donc, et j'ai pris cette marque-là parce qu'elle a la particularité de faire un savon noir au pH neutre. C'est très important. Il ne faut pas d'acidité hein, sur les carreaux de ciment. Euh, donc le savon noir, c'est très, tu vois, c'est vraiment, c'est très puissant. C'est vraiment chouette pour nettoyer. Donc à l'eau chaude et bah, j'ai tout simplement imbibé le sol de ça. Donc j'ai vraiment mis la couche et ensuite avec un balai brosse, j'ai frotté. Donc j'ai laissé une bonne dizaine de minutes comme ça. Ensuite avec un balai brosse j'ai frotté, tu vois. Ça a permis d'enlever toutes les aspérités qu'il y avait encore en finition sur les carreaux et aussi entre les carreaux. Donc je t'ai dit à la base il n'y a pas de joint mais il y a quand même des petits écarts entre certains carreaux. Et là ça a permis de venir enlever la crasse, enlever la poussière, tout ce qu'il y avait entre les carreaux. Donc là une fois que ça a séché, j'ai passé la serpillière pour enlever du coup la, la- la couche de savon, etc. Et je l'ai refait une fois. Donc du coup, je l'ai fait 2 fois dans la même journée. J'ai laissé sécher et je suis revenu pas le lendemain, mais la semaine d'après, je crois. Et j'ai refait encore un coup. Donc j'ai fait 3 fois le même bain de jouvence, tu vois. Donc au rythme de j'imbibe, je frotte au balai brosse et ensuite je récupère à la serpillière. Et ça a vraiment fait son effet. Et je te mettrai la vidéo ou des photos sur l'Instagram et tu verras à quel point c'est chouette. Alors voilà un petit peu comment j'ai fait pour sauver les carreaux de ciment. Ça, c'est les techniques que j'ai pu utiliser avec la petite histoire qui va bien pour t'expliquer d'où ils viennent. Je parle vraiment comme un fanatique là, donc j'espère que je t'ai pas perdu. Si t'es encore là, bah, vraiment bravo parce que tu m'écoutes juste déblatérer sur des carreaux de ciment. C'est quand même, je suis un peu foufou. En tout cas, en termes de conclusion, ce que je voulais te dire, c'est que franchement, si tu as l'opportunité d'en avoir, essaye de les récupérer. Fais pas l'erreur de poser du carrelage par-dessus. Parce que si ça a été posé, c'est aussi parce qu'il y a une raison. Le carreau de ciment, c'est un produit qui est poreux et donc qui respire.
Et donc c'est génial parce que moi dessous j'ai une cave voûtée. Donc tu comprends très rapidement que l'ingénierie du bâtiment, elle te pousse à mettre des matériaux qui permettent de pas conserver l'humidité et au contraire de faire respirer entre les sols et les plafonds. Et donc du coup le, le- le- la cave qui est génératrice d'humidité évidemment puisque c'est une cave de rétention d'eau, elle va aussi permettre de faire respirer à travers les pierres et à travers les carreaux de ciment. Et du coup, la pièce du dessus étant plus chaude, eh bien, à évacuer cette humidité. Donc, essaye plutôt de faire preuve de patience et de récupérer, si tu as l'opportunité, évidemment, les carreaux de ciment. Très important, ne jamais faire de chimie, donc je l'ai déjà dit, mais les carreaux de ciment c'est des matériaux qui sont très durs. Donc, donc ils peuvent résister plutôt, ils vont préférer par exemple les ponceuses rotatives abrasives plutôt qu'un produit chimique, un acide pour attaquer ce qu'il y a dessus. Donc voilà, tu peux aussi poncer, je l'ai fait moi, hein, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai poncé aussi à pas mal d'endroits avec un disque abrasif euh, pour venir arracher les derniers éléments de colle qu'il y avait. Et puis mine de rien, c'est une belle façon de sauvegarder un patrimoine, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est architectural ou vraiment juste un savoir-faire. Tu vois, les carreaux de ciment, il y a très peu de production encore de nos jours. Bon, ici dans le sud, il y en a quelques-unes, mais je suis sûr qu'on doit les compter sur les doigts d'une main. Donc c'est une belle façon de sauvegarder. Allez, on arrive au bout de cet épisode. On va traiter une question ensemble aujourd'hui, une question de Loïc qui m'a envoyé un message sur Telegram. D'ailleurs, je sais pas si tu es au courant, mais tu peux nous rejoindre sur le Telegram qui s'appelle Pensée Imo, tout attaché, Pensée Imo, et où on parle d'immobilier, tu peux poser tes questions, etc. Et donc Loïc me pose la question. Dans l'appartement que je viens d'acheter, il y a une canalisation en plomb. Est-ce que ça bloque pour mettre en location? Ou bien il suffit de signaler au futur locataire et te dire de ne pas lécher la canalisation. Merci à toi. Et cool pour l'event que tu vas organiser. Et donc évidemment, il parle de l'épisode qu'on va faire en live. Donc merci Loïc pour ta question. C'est super cool. J'espère te voir d'ailleurs à l'épisode live. Donc je reprends la question. En gros, tu as une canalisation en plomb. Il m'a envoyé une petite photo qui va bien, donc je vais te la décrire. En gros, on est dans les toilettes et comme souvent, tu as une descente d'eau qui passe par les toilettes, donc qui est pas maçonnée, qui est visible. Et c'est pas bizarrement, c'est pas une descente d'eau en 100 de diamètre ou en 125. C'est assez fin, ça doit être du 40 ou du 30. Euh, donc en fait, c'est une canalisation d'eau usée qui viendrait de la. Alors, il y a ça peut être deux choses. Soit c'est de l'eau usée, soit c'est de l'eau de pluie, mais dans tous les cas, ça vient du dessus. Et je pense que ça vient d'une salle de bain. Voilà, je pense que c'est juste évacuation des eaux usées d'une salle de bain. Et c'est très fin, c'est dans l'angle des toilettes. Et donc du coup, pour répondre à ta question, Loïc, et si jamais ça t'arrive à toi aussi, non, ce n'est pas du tout problématique pour la mise en location. Et ce, même si tu es dans un périmètre régi par le permis de louer. Et j'en parle parce que je sais que lui, c'est son cas. Donc là, il y a le permis de louer là où il est. Et donc peut-être que la question sous-jacente, c'est est-ce que je vais avoir un problème pour obtenir mon permis de louer? Non, pas du tout. Déjà d'une part parce que t'es pas responsable de ça en fait. Le fait que ça soit sur place, tu peux pas faire grand chose. Je regarde à quoi c'est relié. Là, ouais, il y a un robinet. Ouais, effectivement. Et ça demanderait des grosses modifications pour le mettre en PVC. Il faudrait le couper en haut, en bas et le plomb, ça se travaille pas facilement, vraiment pas facilement. Donc en fait là, c'est pas du tout problématique, ça rentre pas dans le cadre des choses euh, qui poseraient problème pour le permis de louer. Ça serait de l'amiante, ça serait un peu différent, quoique je te dirais à peu près la même chose, je te dirais fais un coffre. Tout simplement, t'emmerdes pas, fais un coffre, tu le fais en placo ou en bois, tu le repeins en blanc ou tu le repeins dans la couleur que sera les WC une fois rénovés. Mais là, faut pas t'embêter.
tu fais un petit coffre. Évidemment, c'était de l'humour, j'ai bien compris, mais évidemment, il faut bien dire. Enfin, t'as même pas besoin. En fait, si tu fais un coffre, t'as même pas besoin de le signaler à tes locataires. C'est ça l'avantage de faire un coffre. Et c'est surtout qu'on ne pourra rien te reprocher. Tu pourras dire, oh, ben, moi je l'ai coffré, voilà, c'est pas dangereux, il n'y a aucun risque. Euh, je tiens quand même à rappeler, pour ceux qui ne savent pas, que tous les matériaux qui ont été proscrits, donc qu'on ne peut plus utiliser dans le bâtiment de nos jours, donc ça va être plomb, amiante, certains types de ciment en fibro, etc., etc. Tous ces matériaux-là, euh, ils ne sont dangereux que quand ils sont détériorés. Et que du coup, ils produisent des microparticules qui pourraient être absorbées par l'organisme. En tant que tel, non, ta canalisation elle est nickel, elle n'est pas poreuse, il n'y a pas de peinture qui s'écaille, il y a pas de, elle n'est pas cassée en plusieurs morceaux et ou je ne sais quoi, tu vois. Donc non, en fait, il y a aucun, elle n'est pas endommagée, donc il n'y a pas de problème. Par contre, je serais toi, je ferais un petit coffre comme ça. Tu fais du plus, quoi, tu vois, tu fais encore mieux. Bon, voilà, y a pas, normalement, il n'y a rien à faire, mais tu pourrais faire un petit coffre, histoire de ne plus en entendre parler. En tout cas, si ça peut te rassurer, tu peux le faire. Voilà mon petit Loïc, et bah, écoute, merci à toi, merci d'avoir été présent avec moi pour ce 52e épisode de Chronique Imo, qui vient clôturer la première année, donc la première saison du podcast. Et puis bah, je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.